Hey, welcome! Comment ça va? Happy to see you, la Timas Rentablas. Aujourd'hui, breaking news. Aujourd'hui, on parle de la Fed, on analyse tout ça. And we are going to speak a little bit in English, but don't worry, with a very sick and fucking hard French accent. But don't worry, because I will translate everything for you. Je vais tout translater pour toi, je vais tout traduire pour toi. On va analyser le discours de la Fed, on va en regarder une partie, on va retourner sur les écrans pour parler justement de ce qui s'est passé, quelles décisions ils ont prises, pourquoi ils l'ont prise. Est-ce qu'on avait vu juste dans l'analyse qu'on avait faite hier par rapport à ces décisions-là, et qu'est-ce qui va se passer ensuite, et surtout qu'est-ce qui va se passer pour nos portefeuilles, et qu'est-ce qui va se passer pour le marché, où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on s'en va pour cette année 2022, sur quoi vaudrait-il mieux investir, qu'est-ce qu'il faudrait mieux éviter. C'est un petit peu tout le principe d'aujourd'hui, et je rappelle que tous les éléments sur cette chaîne YouTube ne sont pas des conseils en investissement. Je ne suis pas ton grand frère investisseur. Le but du jeu n'est pas que tu copies bêtement les idées et les analyses qui sont présentées ici. Le but, c'est un but de formation, d'information et de vulgarisation tout simplement. On pète la gueule du pouce bleu avant de commencer, toujours de façon impair. C'est extrêmement important pour la bonne santé de cette chaîne. Ça nous aide à progresser, ça nous aide à envoyer des trucs de complètement dingues qui vont... Allez hop, on perd pas de temps, on est parti sur l'écran, on va aller jeter un œil sur, encore une fois, une information publique qu'on peut trouver absolument partout, c'est-à-dire le site de la Fed, Banque centrale américaine, et on peut trouver toutes les news là-dessus, tout ce qui nous intéresse, et notamment les conférences de presse du FOMC. On a Jérôme là, l'ami Jérôme, le poteau, le frérot Jérôme qui va parler. Alors comme je te l'ai dit hier, tu vas voir que les discours de la Fed sont toujours très prompté, très scripté, pas de place à l'improvisation. On va donner des guidelines et on va surtout mettre en place, c'est ce que attend le marché, ce qu'on appelle une guidance. Okay, et c'est exactement ce que veut le marché, c'est-à-dire qu'on les guide, qu'on leur donne une orientation sur ce qui va se passer ensuite. Tu vas voir que les déclarations de la Fed, elles sont pas « on a fait ci, on a fait ça, on vous l'a pas dit, etc. » Non, on met en place justement cette guidance, c'est-à-dire cette anticipation sur le futur pour savoir ce qui va se passer et pour ne surtout pas choquer le marché, parce que le but de la Fed et le but de l'ami Jérôme, c'est pas de choquer le marché et qu'on ait des mouvements erratiques et très volatiles, parce que c'est comme ça qu'on détruit de la valeur et c'est pas comme ça qu'on en crée. Alors, c'est parti l'ami. Donc, salut. Bonjour. At the Federal Reserve, we are strongly committed to achieving the monetary policy goals that Congress has given us. Ok, donc là, ce qu'il nous dit, c'est qu'en effet, chez la Fed, ils sont là pour appliquer la politique monétaire. Et ils ont plusieurs buts grâce à ça. Et ce qu'on va faire maintenant, parce que tu imagines bien qu'on ne va pas se taper la vidéo en entier comme ça, où je te traduis phrase par phrase, et c'est ce que je t'incite à faire, c'est qu'on va aller là, et là, on peut télécharger les documents. On peut télécharger le discours en version scriptée, en version papier, enfin en version PDF tout du moins, ce qui nous permet de le trouver et ce qui nous permet de le lire, ce qui fait qu'on va quand même se faire vachement moins chier. Donc le lien du discours et du site de la Fed, c'est en dessous dans les notes de cet épisode, et on va y aller rapidement. Tu vas voir que j'ai stabiloté certains passages pour qu'on gagne du temps, parce qu'on est en breaking news et on n'a pas de temps à perdre. Donc, en effet, les buts de la politique monétaire de la Fed, il y en a deux. 1, favoriser l'emploi. 2, la stabilité des prix. Donc, globalement, 1, lutter contre le chômage ou aller chercher le plein emploi. Et 2, la stabilité des prix, lutter contre l'inflation. Donc ça, on le sait, c'est depuis toujours. Mais il le rappelle. Donc, aujourd'hui, par rapport à ces buts-là, le FOMC, donc c'est le Federal Open Market Committee, donc c'est le comité qui gère exactement tout ça au niveau de la Fed et qui prend les décisions et qui vote les décisions, a laissé les taux d'intérêt inchangés. Mais peut-être bien qu'on devrait bientôt augmenter, ça serait bientôt une bonne idée d'augmenter les taux, tu vois. Donc c'est exactement ce qu'on avait dit hier, on ne s'attend pas du tout aujourd'hui, enfin hier c'était demain, donc aujourd'hui, hier, enfin bref, tu m'as compris, on ne s'attendait pas du tout à un mouvement de taux, ça aurait d'ailleurs surpris le marché, on s'attendait à avoir une guidance qui nous dit « Ok, qu'est-ce qui se passe maintenant ?» Le blabla habituel, où on en est économiquement, et tu vas le voir, et surtout, quand est-ce que ça va bouger? Et c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui, et c'est exactement ça qu'il a fait. Donc, le comité a aussi
est aussi d'accord pour baisser ses achats d'actifs. On va en parler après. Donc ça, c'est tout le principe du quantitative easing. Certains appellent la planche à billets, etc. On va en parler juste après. Est-ce qu'il y a vraiment une planche à billets? Comment ça marche les achats d'actifs? Comment les liquidités sont envoyées dans l'économie? Parce que tu vas voir que plein de gens, et notamment des gens peut-être justement pas des débutants, parce que le problème n'est pas que chacun donne son avis. On est dans un monde libre, chacun a le droit de donner son avis sur ça va s'effondrer, ça va pas s'effondrer, les politiques monétaires, tout ce que tu veux. Mais le problème, et notamment avec ces problématiques qui sont quand même un petit peu complexes, les taux, les injections monétaires, etc., c'est que même des gens qui sont un petit peu connus, reconnus, donnent leur avis. Et j'ai plein de noms dans la balance, et notamment Kiyosaki, que j'ai un petit peu dans le viseur en ce moment, parce que autant il a écrit un super bon bouquin, mais autant depuis, je pense qu'il a pété un plomb, je sais pas ce qu'il fume, il nous annonce des crashs depuis 2016, tous les 6 mois. Le problème, c'est que quand on regarde, et on va aller regarder les indicateurs, les chiffres, les niveaux d'endettement, etc., ce que détient vraiment, parce que c'est des informations publiques, la Fed, on se rend compte que, objectivement, c'est compliqué de voir le méga gros crash arriver, en tout cas avec les arguments qu'il avance, c'est-à-dire il y a trop d'endettement, etc., etc. Mais on en reparle juste après. C'est pas le sujet. Le sujet de cette vidéo, c'est pas le méga gros crash. On en a déjà parlé un petit peu plus tôt du méga gros crash. Donc ils vont continuer à diminuer leurs achats d'actifs. Ils l'avaient d'ailleurs annoncé en décembre. Ils avaient dit on va diminuer, on va pas arrêter d'acheter. On achète moins fort, ok? On était en train d'acheter, on le verra après. On va acheter moins fort et on arrive vers la fin des achats. On va pas commencer à vendre, on va arrêter d'acheter. Après, il nous parle, il y a toujours un topo sur l'activité économique. Okay, donc, en gros, il nous dit que, voilà, on le sait, il y a une reprise économique importante l'année dernière qui est le reflet des progrès sur les réouvertures de l'économie, les vaccinations, etc., etc. Le Covid est en train de s'en aller, blablabla. Il nous dit que leurs indicateurs indiquent que, en effet, il y a eu moins de dépenses, il y a eu moins de consommation pendant le Covid, forcément, on le sait tous, avec les lockdowns, etc., notamment sur le secteur du voyage, des restaurants. Mais que, globalement, tout ça allait se remettre en place, même si l'activité a été extrêmement touchée, blablabla, je te passe les détails, notamment pour certains secteurs. Quoi qu'il arrive, on ambitionne de voir un retour à une croissance importante, mais tout ça est incertain. Donc en gros, au début, il nous fait le topo, il nous dit voilà, ça va mieux les gars, c'est pas encore foufou, c'est encore incertain, mais ça va mieux. Donc, il préjustifie les décisions du FOMC. Il fait un point comme d'habitude sur l'emploi, puisque forcément, une de leurs doubles missions, c'est d'arriver au plein emploi. Donc globalement, aux États-Unis, plus 365 000 nouveaux emplois par mois en ce moment, plus 6,4 millions d'emplois sur l'année, 2% de baisse du chômage. Donc c'est une économie qui va bien. On ne va pas dire qu'ils se débrouillent plutôt mieux que nous, en tout cas sur ce point-là. Par contre, en effet, l'inflation est bien au-dessus de la cible, de la target de 2% par an, puisque quand on s'amuse à aller jeter un œil, on a déjà regardé un petit peu ensemble, voilà l'inflation. Donc la ligne blanche, c'est le headline, c'est-à-dire que c'est l'inflation, c'est le changement, c'est le taux de changement d'inflation. Donc 7% d'augmentation, non pas de l'inflation, mais de la vitesse de changement de l'inflation. Et le core ici, CPI, c'est bien l'inflation elle-même. On a 5,45 actuellement aux États-Unis. On a le découpage ici que je t'avais mis, on avait commencé à en parler, il n'est pas encore extrêmement détaillé, mais on commence à rentrer dans les détails de ce découpage. Voilà ce qui augmente en termes de prix. Aux États-Unis en tout cas, on a l'énergie qui est ici en vert, donc qui a augmenté bien sûr. On a les produits alimentaires ici. On a en bleu là-bas les services et ici on a tout ce qui est produit ici en orange. Donc les produits et les services sont extrêmement augmentés. La bouffe un petit peu, mais quand on regarde dans le passé, c'est pas non plus dingue. Et quand on compare d'ailleurs dans le passé, ce qui est toujours intéressant pour se rendre compte, on se rend compte qu'en effet, sur ces dernières années, les couleurs qui ont vraiment pris le dessus, c'est les produits. Ici, en orange, puisque tu vois qu'avant, c'est pas fou, voire même c'est pas là. Et également l'énergie, ici, en vert. Alors l'énergie fait souvent des vagues, on connaît.
avec les prix du pétrole, notamment du gaz qui vont osciller, qu'on pourrait limite comparer à des valeurs cycliques. Par contre, les produits, c'est extrêmement lié à la crise du corona, on le sait, puisque forcément, si il y a des disruptions, des fermetures, il n'y a plus de bateaux, il n'y a plus d'avions, il n'y a plus de personnel, il n'y a plus de postes, etc., on comprend très bien que ça fait augmenter énormément ces produits-là. Donc c'est ce qu'on voyait ensemble. L'inflation ici, en ce moment, est très reliée à des facteurs, et d'ailleurs Jérôme Powell l'a également mis en avant, à des facteurs de lockdown, de blocage d'économie, et pas extrêmement reliés à des facteurs de masse monétaire dans l'économie. Ici, on a la même chose sur une plus grande unité de temps. On voit que l'inflation, certes, il y a un pic important, mais on a déjà connu par le passé ce genre de niveau d'inflation. Notamment, on est un petit peu supérieur à ce qui s'est passé au début de la décennie 2000-2010. On est un tout petit peu supérieur à ce qui a pu se passer aux alentours de la crise des subprimes. Et on est bien inférieur à ce qui s'est passé dans les années 80, mais c'était une période très différente, en tout cas pour cette partie de l'économie. Revenons sur le discours de Powell, puisque on en apprend de plus en plus. On voit donc qu'il y a des problèmes au niveau des livraisons, que c'est compliqué d'avoir des fournisseurs, que c'est compliqué, que la demande et qu'on n'arrive pas tout simplement à répondre à la demande. Il y a trop de demandes, voilà. Donc ce qui fait que forcément, au bout d'un moment, qui est prêt à payer plus? Moi, d'accord, j'augmente mes prix. Là, c'est tout simplement mécanique. Il y a beaucoup plus de demandeurs que d'offreurs. Au bout d'un moment, voilà. Mais toutefois, les augmentations de prix sont en train de s'étendre à de plus en plus de pans de l'économie, puisque, je te prends l'exemple dont on parlait hier, quand il y a une disruption sur les semi-conducteurs et qu'il n'y en a plus du tout, c'est normal que les industries qui utilisent des semi-conducteurs, au bout d'un moment, là, le temps que ça se répande, et si jamais la crise n'est pas réglée rapidement, le manque de fournisseurs n'est pas réglé rapidement, au bout d'un moment, en effet, les prix vont se diffuser, l'augmentation des prix vont se diffuser, et d'abord aux grossistes, puis aux fabricants, puis tout doucement vers le client final. Et cette diffusion met un moment à se passer, sauf que là, depuis le corona, maintenant, ça commence à faire un moment qu'on est dans cette merde, donc ça a eu le temps de se diffuser jusqu'au client final, c'est pour ça qu'on le voit qui se reflète dans l'inflation. Mais ce qu'on nous dit là, c'est qu'il y a de plus en plus d'industries, en effet, dans lesquelles ça se diffuse, et pas que les industries du début. Ce qui est aussi compréhensible, c'est un petit peu comme quand tu lâches une goutte d'encre dans l'eau. Au début, ça reste assez proche, et puis ça va s'étendre, c'est exactement la même chose. Parce que, je garde sur mon exemple des semi-conducteurs. Semi-conducteurs peut être utilisé par exemple pour fabriquer des ordinateurs, mais qui sont eux-mêmes, ou des puces électroniques, qui sont elles-mêmes utilisées dans plein de systèmes différents, de la voiture jusqu'aux éléments de sécurité dans les maisons, dans les trains, dans les avions, dans tout ce que tu veux. Donc au fur et à mesure, tu vois, on sort de certaines industries, et puis on va utiliser aussi tel fournisseur qui a créé un produit par exemple qui va servir à mesurer le taux de je ne sais pas quel polluant dans l'eau, forcément, lui, il n'est pas du tout relié aux fabricants de piscines, mais au bout d'un moment, si ça continue, ça va se diffuser jusqu'aux fabricants de piscines, et donc ça va aller contaminer une autre classe d'actifs, enfin un autre secteur économique, si j'ose dire. Donc tu comprends l'idée, ça fait un petit peu tache d'huile, mais ça met beaucoup de temps à se mettre en place, puisque on impacte d'abord une verticale, mais cette verticale a toujours des horizontalisations petit à petit, parce qu'il y en a toujours un qui cherche chez un autre, etc. Et donc, ça va s'horizontaliser avec le temps. Donc là, c'est ce qu'il nous dit, c'est ce qui est en train de se passer, et c'est aussi pour ça, et comme ça, qui justifie leur action future, puisque ça met bien sûr une pression supplémentaire sur l'inflation. Donc, on rentre dans le vif du sujet. Nous allons utiliser les deux outils dont on dispose pour supporter l'économie et pour être là et pour réaliser notre double fonction qui est le plein emploi et la stabilité des prix. Donc, on a laissé les taux inchangés pour le moment parce qu'on a vu qu'on était en ligne avec ce qu'on voulait sur l'emploi, mais par contre, on a un souci avec l'inflation. On est bien au-dessus des 2%, on l'a vu juste avant, on est à plus de 5%, et en vitesse de changement de l'inflation, on est à plus de 7%. Donc ça devient compliqué. Donc, nous allons bientôt augmenter les taux. Ce sera bientôt approprié de penser à augmenter
les taux. Okay, c'est ça la guidance. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas du jour au lendemain en disant boum, on va augmenter les taux, on prévient. Et c'est-à-dire que là, globalement, le marché qui déjà avait pricé, tu as vu une augmentation de taux, est en train d'être sûr. Hein. Globalement, là, ça ne fait plus aucun doute qu'à la prochaine réunion du FOMC, ils vont nous annoncer, dans 2 mois, ils vont nous annoncer, dans un mois, pardon, enfin dans un mois et demi, ouais, ils vont nous annoncer une augmentation de taux. Voilà. On vérifiera la date tout à l'heure sur le terminal, je crois que c'est le 26 mars de mémoire. Maintenant, ok, on nous explique qu'on a mis en place des bonnes pratiques, globalement, des grands principes. Okay, ces grands principes vont nous permettre justement de clarifier la position de la Banque centrale. Parce que justement, toujours la guidance pour que les marchés soient au courant de ce qui se passe. Et pas que les marchés d'ailleurs, parce qu'on a vu à quel point ces taux influaient sur l'économie globale. On a donc 2 outils. Premièrement, les taux d'intérêt et la balance sheet, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on détient en termes d'actifs. On a acheté plein de choses, on a imprimé de la monnaie, comme diraient certains, on y revient juste après sur l'explication, et donc on a accumulé, on a acheté des actifs. Ces actifs, on va tranquillement commencer à arrêter d'en acheter ou voire même les vendre, mais d'une façon prévisible. Et ça, c'est super important, c'est-à-dire qu'ils ont mis en place donc ces grandes règles, ils les ont écrites, ils les communiquent à tout le monde, et dans ces grandes règles, il figure le fait d'être prédictible, prédisable, prédiction, prédictible en français je crois. Hein. Je mélange là, il y a trop de trucs qui se passent dans mon cerveau, dans les 2 langues. De manière prévisible, oui c'est ça. Donc le but du jeu, c'est d'être prévisible et surtout de dire qu'on va l'être. Donc encore une fois, le but c'est d'éviter la volatilité sur les marchés, d'éviter de surprendre les marchés. On voit à quel point ça peut être compliqué. On n'a pas encore pris de décision par rapport au timing. Okay, par contre, on va en parler dans les prochains meetings. Donc ça, quand on sait lire entre les lignes, hein, globalement, ça veut dire que voilà. On parle là ici de la balance sheet. Et c'est fini. Ensuite, on prend les questions des différents intervenants, puisque ça se passe bien sûr en direct à la télé, et on a des intervenants, que ce soit journalistes, etc., économistes, qui vont poser des questions. On ne va pas toutes les regarder, on en regardera juste une tout à l'heure, pour se rendre compte un petit peu plus. Globalement, ce discours, il nous dit quoi? Il nous dit, on n'augmente pas les taux maintenant. Il fait une photo de l'économie en disant les indicateurs, ils disent quoi? Ils disent ce qu'on sait déjà, nous, puisqu'on les étudie déjà ensemble, c'est-à-dire reprise économique, mais période de doute, mais des vagues de variants en veux-tu, en voilà. Donc oui, ça tire, mais on ne sait pas si ça va continuer à tirer fort ou si ça va se calmer un petit peu. Du coup, oui, on va augmenter les taux parce que l'inflation part en live. On va aussi calmer nos achats d'actifs, comme on l'a déjà dit en février, avec une target d'arrêter d'acheter en mars, mais on ne donne pas encore de target pour vendre. On arrête d'acheter, ok, ça reste comme c'était prévu, mais on ne commence pas à vendre. En tout cas, on a mis des grandes règles, et sur ces grandes règles, il y a bien écrit, on vous prévient et on vous les explique, qu'on sera prévisible. Et on vous l'expliquera et on ne va pas vendre des actifs ou augmenter plusieurs fois les taux sans qu'il y ait, à la réunion d'avant, on vous mette les gros indices comme ça, où on vous le dit sans vous le dire, en gros. Donc le marché, comment il a réagi à tout ça? Allons jeter un œil. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a eu tout de suite une réaction et des actifs actions, donc le S&P qui était en train de latéraliser tranquillement là, sur la journée d'hier. Tu vois, hein, comme c'est précis, hein, Powell a commencé à parler à 14 h. Il a dû terminer aux alentours de 14 h 30. Ensuite, il y a eu les questions des journalistes qui ont clarifié, parce que forcément, les journalistes, ils sont là pour le cuisiner, hein, donc ils lui disent « Mais attendez, est-ce que vous pouvez revenir sur ce point quand vous dites que peut-être la prochaine fois, machin ?» Donc le gars, il se fait cuisiner en direct à la télé, donc il lâche un peu plus d'infos, et donc le marché devient de plus en plus sûr. Donc là, on est venu pricer, on est venu un peu sell la news, hein, mais on a fini à moins 0,15 sur la journée, donc pas d'une façon, ça n'a pas été terrible. On va voir après l'effet qu'il y a eu sur les bonds. On a eu également sur les futurs, je ne reviens pas sur la définition, on en a déjà parlé ensemble, mais on a pricé là sur le spread, sur les futurs euro-dollars, les hausses de taux déjà sur l'an prochain. Donc là, le marché est en train d'anticiper 4 hausses de taux, hein, puisqu'on est légèrement au-dessus de 1%, et on imagine 4 hausses de taux sur l'année à 25 points de base, hein, comme va être la prochaine. Donc
a priori tous les 2-3 mois en commençant à partir de fin mars. Donc ça, le marché n'est pas beaucoup plus que ça surpris, hein, puisqu'il avait déjà pricé ça et puis il est toujours en train de le pricer. Du côté des bonds, je t'en parlais, donc là je t'ai mis en corrélation et les futurs sur le S&P qu'on vient de voir, et les bonds, hein, donc le 10 ans américain, qu'on a déjà étudié hier. Donc ce qui s'est passé, c'est le sell-off des deux côtés, et sur le S&P qui a sell la news, hein, mais de façon pas extrêmement violente. Hein. Là c'est un graphe intraday, hein, donc forcément ça a l'air violent, mais on parle de un peu plus d'1,5% de baisse, donc c'est par rapport à ce qu'on a connu la semaine dernière, c'est pas très violent. Et le 10 ans américain qui a accusé la baisse. Mais alors, commence à réfléchir de ton côté là, après je vais bien sûr t'expliquer pourquoi le 10 ans américain a baissé. Ok, commence à y réfléchir. Aftermarket, donc là, c'est une fois que le marché était fermé, là, hein, sur les petits pointillés ici, là, ça commence à remonter déjà le S&P. Donc on va voir quand ça va, enfin à quel niveau ça va ouvrir. Là, à l'heure où je tourne la vidéo, il est tôt, hein, il est 10h23 en France, il est 4h du mat aux États-Unis, donc on est pleine nuit, donc on va voir ce qui va se passer. Le dollar profite de ces annonces. Pourquoi ? Parce que si forcément la Banque centrale, et vraiment, si tu n'as toujours pas vu la vidéo sur les banques centrales, je te la remets une dernière fois là-haut, il va falloir que tu ailles la voir parce qu'elle explique ces relations-là. Le dollar est en train de profiter de ces annonces-là, puisque si forcément les taux augmentent aux États-Unis, et si forcément les États-Unis sont toujours leaders sur les autres économies comme ils le sont souvent, ils sont un petit peu les premiers, forcément les taux vont être plus hauts aux États-Unis qu'ailleurs. Okay ? Donc n'importe qui a des dollars, en plaçant cet argent-là aux États-Unis, malgré les taux d'inflation, etc. Mais comparativement à, par exemple, une économie européenne, étant donné que les taux sont plus hauts, les retours sur investissement sont un petit peu plus hauts. Donc les gens veulent un petit peu plus de dollars, donc le dollar augmente, tout simplement. Il est plus demandé. Donc ici, là, on a l'index de valorisation du dollar par Bloomberg, hein, qui fait un panier de rates FX, hein, donc de paires Forex, pour être capable d'avoir un index. Hein, mais globalement, là, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde à peu près toutes les paires Forex qui sont libellées en dollars, on en fait un index, ce qui nous donne une bonne idée de l'évolution du dollar par rapport à la majorité des autres monnaies. Ce qu'on voit, c'est qu'il augmente et il profite des annonces et puis des anticipations, hein, puisqu'il est dans ce canal haussier depuis l'été dernier. Par contre, là, tu vois, on était sur le bas du canal et on a une jambe haussière là, qui est en train de se mettre en place, et notamment avec les annonces d'hier. Et puis, il est très possible qu'on aille revisiter ce haut de canal. Attention les traders fous, et c'est pas parce qu'on va le revisiter qu'on va le revisiter en ligne droite. On peut très bien faire des pauses, comme on a fait ici, avant d'aller jeter un œil. Maintenant, allons prendre une question, prenons une question, tu sais, je me prends pour Jérôme Powell. Prenons une question d'un journaliste, s'il vous plaît, parce que je l'ai trouvée intéressante, et juste pour que tu te rendes compte, parce que le but aussi c'est de comprendre vraiment ce qui se passe et les mécanismes. Donc le mec finit son discours, donc là, nous, ce qu'on a sorti en stabilo, là, les 4 pages là, c'est rapide à lire, etc. Et puis je l'ai déjà préparé, donc c'est rapide. Mais lui, il parle pendant une demi-heure, hein, parce qu'il lit à 2 à l'heure, oui, donc machin, etc. Donc à la fin, on a le journaliste qui pose des questions. Sort of weave some of the strands of your answers together and ask you, as you start to reverse policy, what your goal is. Are you going to be raising interest rates until you get inflation to 2%? Do you want to go below 2% so that on average you get a 2% inflation rate? And because you said we have to protect the employment part of your mandate, is there some sort of circuit breaker that would stop you from raising interest rates on the employment side? Ok, donc je traduis pour que tu comprennes à quel point le journaliste cuisine. C'est-à-dire qu'il dit, ok, donc tu nous dis que tu vas augmenter les taux, mais globalement, on a compris que le but de la Fed, c'était d'avoir une inflation à 2%. Ok, mais du coup, ce que tu veux, c'est qu'on retourne à 2%, ou c'est que on aille plus bas que 2% pour que la moyenne soit de 2% sur l'année, pour compenser, parce que là, on est beaucoup plus haut. Donc tu vois, il est en train de l'inciter à globalement, s'il dit notre target c'est 2%, voilà, on va rester sur ce qu'on a prévu. Et puis s'il dit ah non, on va compenser, on va aller à moins de 2%. Quand on regarde l'histoire et l'historique de ce qui s'est passé, et si on veut aller à moins de 2%, ça veut dire qu'ils vont devoir taper plus fort. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir anticiper plus. Donc tu vois, à quel point, là c'est un journaliste spécialisé marché financier, donc forcément il connaît les bonnes questions, mais à quel point le marché veut toujours anticiper, veut toujours aller chercher plus de guidance sur ce qui va se passer plus tard,
pour pricer en avance ce qui va se passer plus tard. Donc ça, c'est la première chose, et il lui pose aussi la double question sur l'emploi, en disant, voilà, est-ce que, du coup, vu que tu as un double mandat et l'inflation et l'emploi, est-ce que, en gros, l'emploi va pouvoir compenser? Si l'emploi continue super bien et qu'il y a encore plus de plein emploi, est-ce que, du coup, on acceptera un petit peu plus ou un petit peu moins? So no, there's nothing in our framework about having inflation run below 2%. So that would... Voilà, donc en gros, je te passe la question parce qu'on ne va pas la regarder en entier, mais il explique que non, il n'y a pas du tout dans leur feuille de route l'envie ou la volonté d'aller en dessous de 2% du tout. Ils vont aller jusqu'à 2%, il explique après, il extrapole. Autour de tout ça, si ça t'intéresse, tu pourras le regarder. Par contre, il y a autre chose qui m'intéresse. Attends, je vais couper le son, voilà. Regarde ce qui se passe à côté. À côté, on a... Qu'est-ce que c'est? Eh oui, c'est la question que je t'ai posée tout à l'heure. C'est les fameuses bonds américaines, les obligations américaines. Donc tu as vu, il y a plusieurs échéances, la 2, la 5, la 10, la 30. Regarde ce qui se passe en direct. Elles augmentent, elles montent, ok? Et après, ils vont montrer le graphe, et tu vas voir que, voilà, pendant qu'il parle, depuis qu'il a commencé à parler, parce que je te rappelle qu'il a commencé à 14h, qu'est-ce qui s'est passé depuis 14h? Le 10 ans américain, il monte. Alors pourquoi monte-t-il? C'est la question que je t'avais posée tout à l'heure d'une autre façon. Pourquoi monte-t-il et pourquoi finalement, si on va rejeter un œil ici à notre ami, tu la connais maintenant, notre ami, il faut que je la charge ici, la yield curve, et qu'est-ce qui se passe? Tu vois, c'est-à-dire que quelles sont les relations, vous avez 2 heures, quelles sont les relations entre le discours de Powell, le fait que les taux montent et qu'ici, ici les prix bougent. La courbe, elle fait quoi? Elle est censée se mettre plus à plat, elle est censée se mettre plus pointue, plus... Alors, allez, on explique. Powell parle, et il est en train d'expliquer qu'en gros, les taux vont monter, on le sait, de 25 points de base à peu près, enfin oui, pas à peu près, de 25 points de base à la prochaine échéance de la Fed. Donc le marché, il a une confirmation. Il le savait déjà, mais il a une confirmation, il a plus de guidance. Okay? Donc qu'est-ce qui se passe? Il se passe un truc très simple. Quand les taux augmentent, les rendements des obligations augmentent aussi. C'est logique. Pourquoi? Parce que si je peux avoir 0,25 de... Parlons en augmentation absolue. Okay? Si je peux avoir 0,25 de rendement en plus sur des placements type bancaire, puisque c'est ça qu'on parle, hein, les taux interbancaires. Forcément, pourquoi j'irai acheter des obligations qui, elles, ne bougent pas? C'est pas logique. Si les taux augmentent de 0,25, les obligations doivent augmenter de 0,25. Ce que je te rappelle, et on l'a vu sur le graphe d'avant, tu te rappelles du graphe d'avant? La ligne bleue, on a vu que, qu'est-ce qui s'est passé sur ce graphe? Retrouvons ce graphe-là, que les obligations, avec le S&P, les deux, et c'est où il est là, avait baissé. Mais alors attends, Yann, tu m'expliques que d'un côté, les taux augmentent, et d'un autre côté, tu me montres que les obligations ont baissé. Tu te rappelles de la relation inverse entre le prix et le rendement. Puisque ce dont on parle pour les obligations, je te le rappelle à chaque fois, quand on parle de rendement des obligations, on parle de yield to maturity. Okay? YTM, c'est-à-dire yield to maturity, donc le rendement jusqu'à la maturité. Pour le 10 ans, donc jusqu'à la fin de l'obligation. Pour le 10 ans, par exemple, là on l'a vu tout à l'heure sur l'écran, je ne sais pas à combien on était, un 70, je crois, un 80, dans ces eaux-là. On s'en fout, c'est pas le propos. On va dire un 70. Ce taux-là, il exprime quoi? Il exprime combien vont me donner les coupons de l'obligation, parce que je te rappelle que les obligations, elles payent ce qu'on appelle un coupon, c'est comme un dividende, mais c'est un coupon, ok, plus le prix que je le paye. C'est-à-dire que là, on a une formule compliquée qui calcule combien je paye l'obligation. Je te rappelle que l'obligation a une base 100, mais en vrai, je vais la payer un peu moins cher. Je vais la payer à un discount. En tout cas, c'est ce qu'on voit actuellement. C'est-à-dire que peut-être je vais la payer que 96. Et puis, elle me donne un coupon, et peut-être que le coupon, c'est 1,30. Mais du coup, mon yield to maturity, c'est pas 1,30. C'est 1,30 plus l'écart entre 96 et 100, rapporté au temps qui reste, ça nous donne une espèce d'IRR. Okay? Et donc, les marchés sont pas chiants, ils nous l'ont calculé pour nous, et ils nous affichent directement
le yield to maturity, ici à 1,70. Il ne nous parle pas ni du coupon, ni du temps qui reste, etc., etc. Ce qui nous permet d'avoir une espèce de benchmark, une espèce d'unité de mesure universelle pour les obligations en disant, OK, si jamais je la garde jusqu'au bout et que je l'achète maintenant là au prix de marché, au prix où elle s'échange, et que je la garde jusqu'au bout, alors il y a une petite subtilité en réinvestissant les coupons, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je touche un coupon, je le réinvestis, j'arrive à un yield to maturity X, donc là 1,70. Pourquoi je t'explique ça? D'accord Yann, mais on s'en fout. Ben non, on s'en fout pas. Parce qu'on a dit que quand le rendement des obligations augmente, leur prix doit baisser. Prix. Ça, on l'a tous compris. Je le refais très rapidement. Si on est à 100 et que le truc sert 1,30, forcément, si je le paye 96, oui, il sert toujours 1,30 de coupon, mais vu que je l'ai payé moins cher, le rendement augmente. Et inversement, si je le paye 105, il sert toujours 1,30 de coupon, mais forcément, je l'ai payé plus cher. Donc, le rendement baisse. Okay, donc, le rendement est bien inversement corrélé au prix. Donc, qu'est-ce qui se passe pendant le discours de Powell? On voit le rendement, donc le yield to maturity, qui augmente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le prix baisse. Et c'est exactement ce qu'on voit ici. Le prix du 10 ans, là, graphe blanc, il baisse. Mais à la télé, pendant que Powell y parle, le rendement de l'obligation augmente. Okay, ça traduit quoi? Ben, ça traduit que le marché est en train de pricer en direct l'augmentation de taux. On a confirmation de l'augmentation de taux. Du coup, il faut que les obligations augmentent. Tu serais bête en tant qu'acheteur d'obligations de vouloir acheter toujours au même prix alors que le truc le moins risqué du monde, c'est-à-dire quand je vais à la banque, va augmenter de 0,25. Donc il faut que les obligations reflètent ce truc-là. Donc le prix a besoin de baisser. Pourquoi? Parce que personne veut acheter, hein, sinon il faut que ça baisse. Hein. De toute façon, il n'y a plus d'acheteurs, il n'y a plus que des vendeurs. Et donc mécaniquement, le prix baisse et le rendement vient s'ajuster. C'est pour ça que le 10 ans américain est tellement important, notamment en tant qu'indicateur économique, parce qu'il va réagir directement à ces annonces-là, pour plein de raisons, parce que c'est le plus tradé, parce que c'est une des obligations les plus sûres du monde, etc. On a déjà vu tout ça ensemble. Okay, donc, comment ça se traduit sur la courbe? Bah, pour l'instant, c'est pas foufou, ça fait pas trop peur. Ça se traduit forcément par un creusement ou pas ici ou là, ou ici ou là. C'est-à-dire que, est-ce que on va chercher une courbe qui va se mettre plus haut là sur le 10 ans, donc le point par exemple au lieu d'être là, il va aller à 2, 2,25, etc. Là, au fur et à mesure de l'année, quand la Fed va augmenter ses taux, ce point-là va augmenter. Théoriquement, le 2 ans va lui aussi augmenter, et donc ce qui va se passer, c'est que la courbe elle va se décaler. Tu vois, et d'ailleurs la courbe en pointillé, là c'est la courbe du mois dernier. Donc ce qui se passe dans une configuration normale de marché, c'est que la courbe se décale, comme ça. Donc là c'est plutôt normal. Après il y a des petites variations qui font que, tu vois, il y a peut-être là un tout début de manque de confiance, parce que le 7 ans, tu vois que là il y a quasiment plus de spread entre les deux. Mais bon, là ce qu'on s'attend à voir, c'est une courbe qui se décale vers le haut, tout simplement. Pas qui devient plus pentue, pas qui devient plus plate, mais qui vient tranquillement se décaler vers le haut. Okay, donc là, pour l'instant, ça se passe assez bien. On va voir ce qui se passe tout de suite, on va voir ce qui se passe dans les mois et les années à venir, mais en tout cas, là, pour la réaction de marché, elle est plutôt classique, elle est plutôt normale, elle est plutôt saine. Maintenant, on a parlé, donc on sait déjà pourquoi la Fed veut agir sur les taux, pour contrôler l'inflation et le plein emploi. On a compris leur façon de communiquer, le fait d'être prédictible, le fait d'y aller phase par phase, etc. On a compris les taux, on a compris la yield curve, on commence à vraiment bien la comprendre, on a compris l'intérêt de savoir analyser les obligations. Maintenant, il y a la fameuse balance sheet, la balance sheet de la Fed, dont on parle tout le temps, parce que ce qu'on oublie peut-être trop vite quand on parle des taux, mais quand on parle des taux, on parle du pourcentage, ok ? Taux interbancaire, boum, à combien on va s'échanger l'argent, à combien coûte l'argent, entre guillemets, ok ? Actuellement, on est là, pour la borne haute, aux États-Unis. Mais on oublie toujours la fameuse balance sheet. La balance sheet, c'est quoi ? C'est de quoi dispose la Fed dans sa compta, ok ? Dans ses coffres. Pourquoi ? Parce que la Fed achète des trucs. Elle achète des trucs pour faire ce qu'on appelle des injections monétaires et pour faire ce que plein de gens appellent la planche à billets. Et moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ce terme, même si c'est un terme qui va être tiré de l'économie passée, etc., et de l'histoire,
où on imprimait vraiment plus de monnaie et on mettait vraiment plus de monnaie en circulation. Aujourd'hui, c'est totalement faux. On peut imprimer des billets, on peut avoir besoin de plus de billets dans l'économie, mais on n'injecte pas de l'argent via l'impression de billets. On injecte de l'argent via justement des achats d'actifs principalement. C'est-à-dire que la Fed, elle, va créer de l'argent. En effet, on est d'accord que cet argent est créé, c'est de la création monétaire. C'est-à-dire que la Fed a ce pouvoir, et toutes les banques centrales, en gros, de prendre un ordinateur et de dire « plup, entrée ». Crung, 10 milliards. Mais avec cet argent, c'est pas pour le plaisir, c'est pas je pars en vacances à Bamako, c'est j'achète des actifs grâce à cet argent. Vu que je vais acheter des actifs, je vais l'acheter à des gens à qui je vais acheter ces actifs. On va le voir après, principalement au gouvernement, aux agences gouvernementales, aux banques. Okay, ce qui fait que cet argent va dans l'économie, soit dans les banques qui, elles, vont le réinvestir. Je te rassure, c'est pas gratuit, hein, tout ça est très normé, et qui vont le garder pour une partie en réserve, etc., pour échanger entre elles, pour réinvestir, pour faire tourner l'économie, et notamment pour faire des prêts, ce qui va être quand même une grande partie de leur mission, et pour les gouvernements et les agences gouvernementales, tout simplement dépenser, c'est-à-dire payer des trucs, faire des routes, des ponts, des avions, des bateaux, bref, faire tourner l'économie et puis faire éventuellement parfois des stimulus fiscaux, un petit peu moins d'impôts, un petit peu plus d'impôts, des politiques de relance, des politiques de grands travaux, des politiques d'expansion, etc., etc., de rachat d'actifs, de nationalisation, bref. Les États ont toujours besoin d'argent. Je ne vais pas t'expliquer la dette publique, je veux dire, au bout d'un moment, la dette des États, des pays, ils ont besoin de l'argent pour faire tourner l'économie. Donc la Fed, c'est par cette voie-là qu'elle injecte. C'est pas je fais de l'hélicoptère monnaie, etc. Sauf, il y a eu une occurrence en effet récemment aux États-Unis où on a donné de l'argent, on a donné des chèques de stimulus directement dans les ménages, ce qui est très rare. Ce qui a été un petit peu une façon de tester les choses, ça n'a pas été fait en Europe. En effet, c'est une arme de plus. C'est-à-dire que l'arme des taux, on la connaît. L'arme de la balance sheet, là, on est donc des rachats d'actifs, on est en train de l'expliquer. Il y a une arme supplémentaire qu'ils ont testée, mais beaucoup plus, avec beaucoup moins de volume comparativement à celle dont on est en train de parler, c'est de donner de l'argent aux gens en disant tiens, un chèque de stimulus check, là, comme ils ont fait aux États-Unis, $1000. Va t'amuser. Alors ça a un effet très direct. Pourquoi ? Parce que contrairement à ce dont on est en train de parler, les rachats d'actifs auprès des banques, des États, etc., l'effet, il est totalement indirect. C'est-à-dire que oui, les banques vont investir plus, elles vont produire plus de prêts, les États vont faire des politiques de relance, etc., mais c'est très indirect. Ça n'arrive pas jusque dans les ménages, ça arrive difficilement jusque dans l'économie, ça travaille sur un circuit un petit peu parallèle. Quand je donne de l'argent directement aux gens, en disant « tiens, 1000 balles, va à Center Park avec les gamins », bon, là, c'est sûr que ça agit directement sur l'économie, les gens vont le dépenser ou l'investir, et ça va immédiatement rentrer en production pour les entreprises, etc., et ça va tirer les choses vers le haut. Par contre, ça, c'est un vecteur d'inflation très important. Pourquoi ? Parce que si je donne de l'argent à tout le monde dans le pays gratuit, les gens ils vont dire quoi ? Ils vont dire putain de l'argent gratuit, en plus les billets de comptabilité, etc., tu connais, on en a déjà parlé. Les gens, ils vont le dépenser. Et ils vont le dépenser très vite. Et qu'est-ce que vont se dire les fournisseurs, les vendeurs, le boulanger, etc. Ah putain, toute la France, tout le pays, toute l'Europe, toutes les États-Unis, n'importe qui, vient d'avoir 1500 ce mois-ci, et puis dans 3 mois, ils nous redonnent un autre chèque de 1500. Tout le monde va dépenser. Bon, on va négocier moins. Ça commence comme ça. On va pas faire les soldes qu'on avait prévus. Et puis, on va augmenter juste telle petite partie, puis telle petite partie, puis tac, 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 la tache d'huile. Et c'est ça l'inflation, tout simplement. Donc, la voie de l'hélicoptère monnaie, qu'on appelle l'hélicoptère monnaie, d'envoyer de l'argent aux gens, elle est testée, mais elle est encore faible en proportion, et elle est surtout beaucoup plus dangereuse, et tout le monde le sait. Mais elle est beaucoup plus directe, donc c'est pour ça aussi qu'elle est testée, et pour l'instant ça n'a pas été fait en Europe, peut-être que ça se fera un jour. Quoi qu'il arrive. De quoi se constitue... Ah attends, faut que je retrouve mes graphiques, hein. On est en direct, hein, on s'en fout, hein, on est entre nous. Où est-ce qu'elle est ma dette ? Elle est là, merci. Ma dette états-unienne. Tu vois qu'ils n'achètent pas n'importe quoi. Ils achètent ce qu'on voit ici en rouge, c'est-à-dire des obligations américaines, donc ils injectent directement auprès du gouvernement qui ensuite utilise ça pour faire des politiques de relance, et ils achètent ce qu'on voit ici en vert, ce qu'on appelle des MBS, donc Mortgage Backed Security. Comment ça marche ? Je vais faire une petite parenthèse parce qu'on en a déjà parlé quelques fois et c'est intéressant. Donc les MBS, donc Mortgage Backed Security, ce qu'on va faire, c'est qu'on va extraire un risque de prêt.
Le schéma simple, c'est qu'on a un organisme prêteur, ça peut être une banque, ça peut être une agence gouvernementale, aux États-Unis notamment, ça passe par des agences gouvernementales en plus des banques, qui va prêter à des gens particuliers ou à des entreprises professionnelles, on va mettre un E, pour faire ce qu'ils veulent, pour consommer, pour acheter des trucs. Mais globalement, ça va être pas mal pour de l'immobilier, ou pas mal pour des dépenses de développement, d'achat d'actifs, besoin d'une usine de plus, etc., etc. Mais aux États-Unis, on a beaucoup d'IMO, et notamment lors de la crise des subprimes, on en a parlé, j'avais fait une vidéo sur le sujet, j'avais fait un business en bagnole sur le sujet, tu as sûrement vu ça. Donc ça permet quoi? Pourquoi on met en place ces MBS? Donc là, on a un schéma normal. Là. Les banques prêtent aux particuliers ou aux professionnels, puis ces gens-là achètent des trucs. Okay, mais là, on a un problème. C'est-à-dire que la banque qui prête, elle a un risque. Okay, on le comprend très bien. Quand je prête à quelqu'un, s'il arrête de me payer, ben, j'ai un risque sur ma tête. Okay, ça veut dire que qu'est-ce que je fais quoi? Si tu arrêtes de me payer, ben, c'est moi qui vais devoir payer. Ou l'organisme de cautionnement, mais c'est toujours pareil, ça va se décaler d'un rang. Donc ce risque-là, j'ai besoin de l'évacuer. Comment je vais évacuer ce risque-là? Je n'ai pas 50 solutions. Hein. C'est soit tu me rembourses et puis il n'y a plus le prêt, soit tu prêtes moins, petit à petit, mais si j'ai besoin de l'évacuer très rapidement, pour plein de raisons, parce que j'ai trop de risques sur ma tête, trop de leviers, parce qu'il y a un changement des conditions économiques, parce que les banques centrales changent leur politique, parce qu'il y a des événements exogènes, économiques, une guerre, ou tout ce que tu as envie. Il y a plein de moments où les organismes prêteurs veulent évacuer le risque, veulent supprimer le risque ou le diminuer. Comment je fais? Je vais tout simplement le vendre. Je vais le vendre. Je vais prendre ce risque, je vais en faire un contrat qui s'appelle un MBS, qui est un instrument financier, okay, qui ressemble à une action ou une obligation, qui ressemble d'ailleurs beaucoup plus à une obligation. Et puis ça, je vais le vendre à quelqu'un, avec, comme pour une obligation, un rendement, un prix, et puis même parfois, un horizon de temps. Et je vais dire en gros, voilà, toi, banque machin, t'as pas beaucoup de risques, ou toi, agence machin, ou toi, banque centrale, t'as pas beaucoup de risques sur ta tête, moi j'en ai beaucoup, donc je vais te vendre mes clients, mais je vais pas te vendre mes clients, je vais les titriser, faire une titrisation via le biais du MBS, et toi, tu vas être propriétaire de ce que ça rapporte. Et puis je te contractualise ça, donc je te dis voilà, tu vas toucher, tu vas payer ça 10 millions, et puis tu vas toucher 2,6% pendant 25 ans. Voilà, tout simplement. Tu peux aussi le revendre, c'est un contrat qui est liquide, etc. Okay, donc ça, c'est des MBS. Et ça, c'est un outil complètement institutionnel, banques, etc., qui utilisent ça. Mais les banques centrales utilisent ça, enfin achètent ça, et notamment ce dont on est en train de parler, la Banque centrale américaine. Donc, c'est la partie verte ici. Ça, c'est des MBS qui viennent soit des banques, soit des acteurs économiques prêteurs, ou soit des agences américaines. Okay, donc, c'est vraiment les deux composantes de la balance sheet de la Banque centrale. Tout le reste, c'est anecdotique, on n'en parle même pas. Si on va un petit peu dans le temps, allons faire un tour, je ne sais pas, depuis 2010, on se rend compte, en effet, que cette balance sheet n'a pas cessé d'augmenter. Et ça, c'est forcément l'argument numéro un des gens qui prêchent l'effondrement total du système, qui nous expliquent que, en effet, il y a beaucoup trop de dettes, puisque forcément, si ça, c'est dans la balance sheet de la Banque centrale, ça veut dire qu'en face, l'État, il est endetté de tout ce qui est rouge, et puis les différentes agences et puis différentes personnes qui ont vendu des MBS, acteurs qui ont vendu des MBS, ils sont endettés de tout ce qui est vert. C'est vrai et c'est pas vrai. C'est-à-dire que je te rappelle quand même que la Banque centrale, elle a le pouvoir de créer de l'argent comme ça, la fameuse planche à billets. Donc oui, on a des acteurs qui sont endettés en face, mais on a une Banque centrale dont la mission est d'assurer la stabilité des prix, le plein emploi. Donc il n'y a aucun risque, zéro risque, que demain la Banque centrale dise « les gars, remboursez-moi ». Elle va refaire des ventes, elle va épurer sa balance sheet parce qu'en effet, elle veut normaliser, et elle a des objectifs sur cette balance sheet, mais il n'y a pas de risque que demain tout explose. En tout cas, du point de vue de la Banque centrale qui dirait arrêtez tout.
Okay, par contre, en effet, elle veut réduire. Mais ce qu'on regarde dans le temps, c'est que l'utilisation de cette balance sheet, ça n'est pas inédit, ça a déjà été fait plusieurs fois, et c'est un outil très puissant pour la Banque centrale. Ce n'est pas du tout la première fois que la Banque centrale, c'est le graphe du bas, fait des achats d'actifs. Tu vois, là, on est depuis 1994. Quand on est au-dessus de zéro, c'est des achats. Quand on est en dessous de zéro, c'est des ventes. Donc en effet, il y a eu beaucoup plus d'achats que de ventes, mais par le passé, tu vois, notamment crise des subprimes, on a fait des achats bien plus importants. Okay, mais pourquoi, du coup, on a la montagne qu'on a vue qui est en train de s'empiler? C'est tout simplement qu'on n'a pas eu le temps de revendre ce qu'on avait acheté là. Donc oui, les choses sont en train de s'empiler, mais on a, en termes de violence, là, ça a été très important, très soudain, plus violent, plus soudain, mais en termes de volume, pas plus important en termes de volume. Ça, c'est la première chose. Maintenant, il faut comprendre qu'on a des modèles qui sont théoriques, des modèles mathématiques pour les actions de la Fed. Okay, et c'est intéressant, pourquoi? Parce que ça nous permet de savoir quelle arme a la Fed et surtout qu'est-ce qu'elle va utiliser et qu'est-ce qu'elle peut utiliser. Et donc ça nous permet d'anticiper, puis ça nous permet de comprendre ce qui se passe tout simplement. Je reviens sur les montagnes qu'on a vues là. On a dit ok, on n'a pas eu le temps de faire des reventes finalement depuis la crise des subprimes, donc la montagne a grossi, et puis aujourd'hui on est là, quoi. Donc c'est très important. Mais il faut quand même qu'on soit capable de comparer ça à ce qui est comparable. On ne peut pas comparer des choux et des carottes. Donc ce qu'on compare en général, c'est la balance sheet de la Fed qui est ici en bleu par rapport au PIB du pays. C'est quand même vachement plus intelligent de ne pas dire juste bon on met des milliards, mais de dire ok, qu'est-ce que ça représente, combien ça représente par rapport à la création de richesse totale du pays sur un an. C'est quand même vachement plus, tu vois, donc en gros ça nous montre ok, on a acheté pour quoi? On a acheté pour 1 an de pays, pour 2 ans de pays, pour 3 ans de pays. Donc post-subprime, on était à une balance sheet de la Fed qui représentait 15% du PIB, ce qui était relativement... bon, ça commençait à être important, c'était quelque chose, mais c'était complètement contenable, quoi. C'était pas foufou. On a fait, pour relancer l'économie après les subprimes et pendant quasiment 10 ans, ce qu'on appelle du quantitative easing. Okay, le quantitative easing, on a commencé à l'arrêter, à le calmer aux alentours de 2016-2017, et puis on s'est mis à revendre des actifs ensuite, 2017, 2018, 2019. Donc on est passé de 25, un peu plus, entre 25 et 30% à un peu moins de 20% ratio balance sheet sur PIB. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un petit ralentissement économique qu'on a déjà vu au moment où la Fed a baissé ses taux avant le coronavirus. Okay, et ensuite, il y a eu un nouveau ralentissement économique au moment, forcément, où il y a eu le coronavirus. Donc la Fed avait accéléré son deleveraging juste avant le corona. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit ok, maintenant l'économie se porte bien, je vais revendre des actifs. Donc elle revend. Arrivé corona, l'économie se porte super mal, elle a racheté des actifs. Donc on est passé de 20 à plus de 35. Et c'est la situation où on se trouve maintenant. Okay, maintenant, c'est quoi la ligne orange? Et c'est ça qui est intéressant sur ce graphe. C'est la règle de Taylor, qu'on appelle la Taylor Rule en English, règle de Taylor. Ce modèle mathématique nous permet de prédire, enfin pas de prédire, permet à la Fed de savoir ce qu'elle doit faire avec ses taux. Globalement, c'est un modèle, on entre à l'intérieur ce qui se passe dans l'économie, okay, le taux d'inflation actuel, le taux d'inflation projeté, ce qui s'est passé sur les différents derniers mois, etc. Le PIB, est-ce qu'on est en expansion, est-ce qu'on est en contraction? Et le modèle mathématique nous donne un résultat et nous dit qu'il faut que les taux soient à temps. Okay, donc forcément, le modèle mathématique, après les subprimes, il nous a dit baisser les taux. La Fed a baissé les taux, on s'en rappelle très bien. Le modèle mathématique, il nous a dit ok, il faut être à des taux très négatifs. C'est quand même un peu compliqué d'être à des taux très négatifs, puisque passer zéro, on a tout un tas de problèmes. Donc la Fed s'y refuse. Donc ce qui se passe, c'est que si on ne peut pas baisser les taux, qu'est-ce qu'on doit faire? On n'a plus que les deux autres grandes possibilités dont on a parlé dans cette vidéo. C'est-à-dire, soit on rachète des actifs, donc on augmente la balance sheet, soit on fait l'hélicoptère monnaie. Ce qu'ils ont fait pendant 10 ans ici, on vient de le voir juste avant, ils ont acheté des actifs. Donc vu que le modèle nous disait de baisser trop les taux, mais qu'on ne pouvait pas le faire parce qu'on était déjà planché, on a compensé en achetant des actifs. Quand le modèle nous a dit, avant le corona, augmenter les taux, l'économie est repartie. Qu'est-ce qu'on a fait? On a augmenté les taux et diminué la balance sheet.
Puis quand le corona est arrivé, ici, le modèle nous a dit quoi? Il nous a dit, putain, baissez les taux, les gars, vite, vite, vite. Sauf que le modèle, il nous dit, allez à moins 9%. Impossible. Donc, qu'a fait la Fed? Elle a augmenté ses rachats d'actifs de façon massive, elle a fait l'hélicoptère monnaie, etc., etc. Donc, on est à plus de 35% du PIB aujourd'hui en termes de volume, de balance sheet de la Fed. Ce qui est beaucoup, mais ce qui n'est pas beaucoup en même temps. C'est-à-dire que quand on regarde les milliards, on se dit que c'est beaucoup. Quand on regarde historiquement, on se dit qu'on est très haut. Mais quand on regarde avec l'autre angle, on se dit ok, on a empilé, donc forcément on est plus haut qu'avant. En termes de violence, ça a été violent, mais on l'a déjà connu. Et l'économie, depuis, elle a grossi. Il y a plus d'argent, il y a eu de l'inflation, il y a eu de la croissance. Donc ça se comprend aussi très bien qu'avec le temps, il y en ait de plus en plus. Par contre, on est très conscient qu'il faut que ça diminue. Donc là, c'est ce qui est projeté après la ligne verticale. Il faut qu'on revende des actifs et le modèle est censé aussi nous dire de remonter les taux. Alors bon, bah là, on est à moins 8, donc voilà. Il faut aussi comprendre que les modèles sont parfois en retard, en avance, etc. Donc, tu vois, c'est-à-dire que, encore une fois, les choses ne sont pas faites au hasard. La Fed ne décide pas au doigt mouillé d'augmenter, de baisser les taux. Il y a tout un tas de choses qui se mettent en place avec cette triple articulation de dire, OK, quel est l'état de l'économie et donc de l'emploi ? Mission 1. Quel est l'état de l'inflation et donc des taux? Mission 2. Tout ça reflète globalement quand même vachement ce qui se passe dans l'économie macro, hein, puisque si les prix sont stables et qu'il n'y a pas de chômage, ça veut globalement dire que tout va bien. Et puis après, on a des armes. Les taux, les achats d'actifs, quantitative easing, ou l'hélicoptère monnaie, vraiment, dernier recours, et puis quelques autres petites armes qu'on n'a pas encore trop touchées, parce qu'on crée des trucs un petit peu tout le temps, mais on a ces 3 armes principales. Et donc, on est toujours en train de jongler avec ça, tout simplement. Donc, le fait de dire que ça va exploser forcément, etc., tout de suite maintenant, que demain, il y a trop de dettes, bon. Alors, il y a encore un argument. Il y a beaucoup de dettes. Hein. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a aucun risque, etc. Tu le sais, je déteste le discours polarisé du PMU du coin qui consiste à dire « Ah ben, t'as vu tout ce qu'on a injecté ?» Oui, on a injecté, mais il y a des précédents dans l'économie et on a injecté d'une certaine façon, pas d'une autre, etc. Tu vois, on cherche juste à aller au level d'après de réflexion. Il y a autre chose que je veux te montrer. C'est ça. Ça, c'est quoi? Parce que j'entends aussi l'argument qui est tout à fait valable de dire ça s'est passé pendant les subprimes. Il y a eu, et c'est exactement l'histoire des subprimes, les fameux MBS dont j'ai parlé un petit peu plus tôt, on en a mis partout pendant les subprimes. Qu'est-ce qui s'est passé? On a dit, je te le fais très rapide, il y a ma vidéo sur le sujet, tu peux aller la voir. On a dit en gros, l'économie se portait très bien, l'immobilier se portait très bien, il faisait que monter, etc. Les taux descendaient, c'était génial. Et à un moment, les taux sont remontés, puis à un moment, c'est devenu un petit peu plus tendu, mais on était dans un contexte quand même économique très cool. Et puis, on a prêté. Les ménages ont acheté. Et puis, on a dépassé les niveaux de risque maximum qu'on était autorisé. C'est-à-dire que les banques, les agences, etc., il y avait trop de risques. Donc, elles ont fait quoi? Des MBS. Reprêter, des MBS. En plus, on n'évaluait pas trop bien l'immobilier, c'est-à-dire qu'on l'évaluait au prix actuel et puis on reprêtait la différence avec le prix où les gens l'avaient acheté. Donc on empilait la dette, tout simplement on faisait du refinancement mais sans vendre l'actif. Ce qui fait qu'on empilait la dette, ce qui fait que l'immobilier monte, mais quand il arrête de monter, on commence à avoir un problème. On a mis plein de MBS et on a endetté les gens de façon complètement folle. Et en effet, quand tout s'est effondré, parce qu'on est allé mettre des MBS en plus cachés un petit peu partout, c'était les fameux junk bonds, etc. à l'époque, la dette pourrie dont on parlait à l'époque, on a caché un peu les MBS dans des produits complexes, des obligations, etc. Bref, il fallait qu'on en mette partout parce qu'on voulait continuer à prêter parce qu'on faisait plein d'argent. Sauf que les gens étaient tellement endettés qu'un jour, l'immobilier s'est retourné, on a commencé à vendre, puis saisir des biens, les gens ne peuvent plus payer, puis vendre, puis saisir des biens, puis vendre, puis saisir des biens, puis des biens saisis sont arrivés tellement nombreux sur le marché que le marché s'est encore plus effondré parce qu'il y a eu tellement, et puis bam, la boule de neige, tu connais, les MBS on ne peut plus les rembourser, donc défaut, faillite en cascade. Et après, contamination à l'économie mondiale. En version super rapide, c'est ça qui s'est passé. Donc le discours qui tient à dire, aujourd'hui Yann, tu as vu tout l'argent, tout l'hélicoptère monnaie qu'il y a dans l'économie, on risque un scénario subprime. Il est tout à fait valable. Sauf que, actuellement, l'endettement des ménages américains, il est beaucoup plus faible que pré-subprime. C'est-à-dire que, voilà ce qui s'est passé. Donc la montagne, là, c'est l'endettement total par rapport au PIB.
Et la courbe orange, c'est ce qu'on appelle le debt service ratio, c'est-à-dire le ratio sur la dette. C'est-à-dire globalement, combien de ton pouvoir d'achat tu mets, c'est ton taux d'endettement, schématiquement, tu mets pour rembourser. Okay, donc là, on est à 9,21, ça veut dire que globalement, le ménage moyen américain est endetté à 9%. Le remboursement de son prêt, sa mensualité, compte pour 9% de ses revenus. Okay, schématiquement, c'est ça. En termes de PIB, donc 2000, tac, 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 65%, 70%, 80%, 90%, quasiment 100% du PIB constituait la dette des ménages. C'est l'inverse. La dette des ménages constituait quasiment 1 an de valeur du pays total créé, uniquement la dette des ménages, pré-subprime. 100% du PIB, si on va par là. Mais surtout, il n'y a pas que ça, parce que la dette bien utilisée, bien gérée, quand tu fais pas le con, elle est bonne. Enfin, tu le sais comme moi, de la dette pour acheter un actif, si c'est bien géré, si j'ai un peu de marge, si je ne suis pas en train de faire du levier comme un idiot, si voilà, j'ai de l'argent de côté, machin, si jamais il m'arrive un problème, la dette, c'est pas mauvais. Mais ce qui est mauvais, c'est que couplé à cette dette, on avait un ratio de 13%. C'est-à-dire que là, ça commençait à être beaucoup parce qu'on parle d'une moyenne. Donc ça veut dire qu'il y avait des ménages qui étaient vraiment dans la merde. Ce qui fait que quand il y a eu les premières difficultés de paiement, ces gens-là sont partis en faillite personnelle, leurs biens saisis, et puis après on connaît ce qui s'est passé. Donc les 10 années suivantes, il y a eu un deleveraging extrêmement important de la dette des ménages. Et aujourd'hui, en termes de PIB, on a 75% de PIB pour la dette des ménages, donc ce qui est toujours important, mais ce qui est très inférieur à l'époque. Mais surtout, au niveau du service ratio, on est à 9%. Donc là, c'est quand même vachement moins violent. Ça fait beaucoup moins peur. Et c'est surtout beaucoup moins dangereux. Et ça, couplé au fait qu'on a quand même appris, parce qu'on n'a pas été trop con après la crise des subprimes, on a appris 2-3 trucs, on a mis 2-3 règles en place au niveau des MBS, qu'on n'a plus le droit de les cacher, machin, on en met moins, on a été un peu intelligent, tu vois, c'est-à-dire que ça a fait un peu mal au cul quand même. C'est comme après le corona, je pense que là, quand ça sera fini, on aura appris des trucs. Donc, l'un dans l'autre, voilà, le scénario de l'explosion immédiate parce que trop de dettes, c'est pareil, tu vois, il n'est pas impossible, mais c'est pas des choses qui arrivent d'un seul coup comme ça. Et puis il y a des milliards de mecs beaucoup plus intelligents que nous tous, combinés sur cette chaîne, qui quand même travaillent tous les jours là-dessus, c'est genre leur taf, quoi. Donc c'est pas pour ça, l'erreur est humaine, c'est pas pour ça que ça arrivera pas, mais calmons-nous quand même de mecs qui sortent de nulle part, qui t'annoncent que ouais, moi je prédis que, il y a mes 2-3 arguments, on est prêt à discuter, pas de souci, mais calmons-nous quand même. Donc, toujours est-il que on a compris ce qui s'est passé, on a fait un petit peu le point sur la dette, on a fait un petit peu le point sur les MBS, l'endettement des ménages, on a vu la réaction du marché qui est tout à fait normale. Maintenant la question, c'est what's next? We are English in this video with the French accent. The very French accent. Pour moi, il y a 2 choses qui se passent, qui vont se passer, qui risquent de se passer. Hop, paf. 1, rotation value. Pourquoi? Alors, je définis déjà ce qu'est une rotation value. Okay, souvent, on oppose les value stocks et les growth. Et parfois, on oppose les value et les cycliques. Okay. Donc, je définis les 3 termes. Un stock growth, c'est vraiment genre Apple, Microsoft, Google. Okay, c'est un stock qui fait que monter, qui n'arrête pas de monter, qui a toujours monté. Globalement, c'est les techs. Pourquoi? Parce qu'elles ne donnent pas de dividendes, elles réinvestissent absolument tout. Puis c'est des boîtes qui sont très explosives, avec des chiffres d'affaires très explosifs, qui sont capables de vraiment grossir tous les ans. Donc si elles grossissent tous les ans, forcément leur cours augmente aussi. Je ne te refais pas toute l'histoire de l'EPS, etc. Donc les grosses, c'est ces boîtes-là. Les cycliques, c'est des valeurs, comme leur nom l'indique, qui sont cycliques. C'est-à-dire qui sont accrochées au cycle économique. Je vais prendre l'exemple de valeurs telles que les télécoms, de valeurs telles que les bancaires, de valeurs telles que les pharma, okay, qui vont être corrélées dans un sens ou dans l'autre au cycle économique et aux événements. Alors c'est pas magique, c'est pas idéal, il y a différents cycles, et puis il y a des cycliques qui sont plus corrélés, par exemple, au taux d'intérêt, je pense aux bancaires. Quand les taux d'intérêt vont augmenter, les marges des banques vont augmenter, donc ça va se diffuser aussi sur elles, il est encore trop tôt,
mais ça va se diffuser sur les bancaires. Donc les bancaires vont être des valeurs cycliques, par exemple, par rapport au taux, quand, par exemple, les télécoms vont être des valeurs cycliques, elles aussi, mais plus par rapport au cycle économique global, au PIB, etc., où elles vont être très défensives. Les valeurs défensives sont une sorte de valeur cyclique, ok ? Elles vont être très défensives parce que même dans des périodes de contraction de l'économie, les gens ils ont besoin d'Internet, ils ont besoin de leur téléphone, ils ont besoin des télécoms. Ok ? Donc elles sont cycliques et défensives. Et elles sont plutôt corrélées au cycle global et au PIB que dans mon exemple d'avant. Enfin, t'as compris. Ok ? Les values, qu'est-ce que c'est ? C'est des boîtes globalement bonnes à faire. C'est ça une value. Une value, c'est une boîte qu'on estime sous-évaluée. Mais pas sous-évaluée dans le sens c'est de la merde, elle n'est pas top. Sous-évaluée dans le sens où on estime qu'elle n'est pas pricée au bon niveau. Par contre, elle est rentable, elle se développe et elle est solide. Okay ? Parce que souvent, les values, je vois qu'il y a une incompréhension. C'est-à-dire, il y a des gens qui achètent des values, genre c'est la boîte, elle n'a pas encore décollé, elle est un peu molle ou je fais un pari sur l'avenir. Ça peut être un style de value investing, mais le value, moi là dont je parle maintenant et dont parle la plupart des gens, c'est la boîte qui est mal pricée. C'est-à-dire que soit le marché ne s'est pas encore rendu compte qu'elle était géniale, parce que, attention, il y a tellement d'actions aujourd'hui et tellement de boîtes qui sont cotées, qu'il y a des boîtes qui ne sont pas hype. Quand tu débutes, tu t'intéresses peut-être qu'aux grosses valeurs, etc. Mais il y a des petites valeurs où il ne se passe rien, il n'y a pas de news, il n'y a pas de hype encore, il n'y a pas d'analyste, etc. Mais ces boîtes-là peuvent être très value. C'est-à-dire qu'elles peuvent être déjà rentables, avoir déjà progressé, prévoir dans leur guidance, encore une fois, de progresser beaucoup, etc. On voit qu'il se passe des choses, on voit qu'il y a de l'attraction, on voit que les clients reviennent, sont contents, elles améliorent leur marketing, leur acquisition, leur rétention, etc. Ça peut être une boîte très value, mais le marché s'en est pas encore rendu compte. Et donc là, c'est une value. Okay, mais ça peut aussi être une grosse boîte, comme Amazon ou comme Apple, qui va lancer une nouvelle branche, et puis on est en train de se dire, mais est-ce qu'elle ne serait pas sous-évaluée ? Il y a même des gens qui pensent que Tesla, alors il y a un débat, est value, parce qu'elle grossit fort et elle a tellement des perspectives immenses dans l'avenir, et c'est notamment la thèse de Cathie Wood, qui dit que Tesla va être tellement immense, quand on pose les chiffres, qu'on se dit voilà, aujourd'hui ils n'ont rien, ils ont déjà beaucoup mais ils n'ont rien. Si vraiment ils démocratisent le truc, ça va être tellement immense qu'en fait aujourd'hui elle est value. Elle est déjà surévaluée de malade, parce que quand on regarde certains indicateurs, mais il y a quand même une thèse qui dit qu'elle est value. Donc, tu vois, il n'y a pas de vérité. On ne met pas les trucs dans des cases en disant « Ah, ça c'est value, ça c'est grosse, ça c'est cyclique, ça c'est défensif, ça c'est machin. » Non. C'est une vision aussi. Au bout d'un moment, il faut porter le truc, il faut porter sa vision et puis il faut prendre un pari, quoi. J'y vais pas. Toujours est-il que je pense que ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une rotation, donc des grosses vers les values. On a vu la tech là, depuis 10 ans, c'est complètement la folie. Là, le marché, on l'a vu, il nous fait peur. Il se passe tous les éléments macro dont on a parlé. Je pense que 2022, niveau value investing, ça va être une bonne année. Et voilà. Je pense tout simplement que chercher de la value, de la bonne value, pas de la value de merde, pas de l'espoir sur l'avenir, ça peut être une bonne idée en ce début d'année en tout cas, et puis peut-être même sur complètement toute l'année. Point numéro 2, et ça peut être un conseil notamment pour les investisseurs immobiliers, que je salue, on est nombreux sur cette chaîne, je le sais. Étant donné que les taux augmentent aux États-Unis, on le voit, le marché a pricé 4, voire même 5 hausses de taux suivant les indicateurs qu'on regarde sur l'année prochaine. Est-ce qu'ils vont avoir raison ou tort ? On ne le sait pas encore. La Fed, elle, dans sa guidance, quand on regarde les interviews qui sont cuisinées par les journalistes, etc., on se rend compte qu'on sera à 3 hausses de taux. Mais bon, globalement, 3 hausses de taux de 25 points de base, on arrivera à 1%. Et 4 hausses de taux, on arrivera à 1,25. 5 hausses de taux, on arrivera à 1,50. Par-dessus tout ça, il y a toutes les marges qui vont se mettre en place, des banques retail, etc. Les États-Unis, on le sait, la Fed sont leading sur l'Europe. Si aujourd'hui la Fed commence à annoncer des hausses de taux, tu vas voir qu'en Europe, ça va tranquillement arriver, on va avoir des annonces, etc. C'est sûr, parce qu'on a toutes ces relations de change qui sont importantes. Pourquoi le dollar monte actuellement, etc., etc. Il y a une compétitivité, il y a des notions de compétitivité au niveau des imports, des exports. On ne peut pas avoir trop d'écart. Et puis, on a en plus le même contexte économique en Europe, avec une relance, avec une inflation, etc. Donc, il y a très fort à parier que les taux vont augmenter en Europe et notamment en France. Qu'est-ce qui se passe quand les taux augmentent ?
ils se répercutent dans l'économie. Quels sont les premiers acteurs sur lesquels les taux se répercutent? Les banques. Et que font les banques? Et notamment les banques de détail, elles prêtent aux particuliers. Donc, les investisseurs IMO, on est sur les derniers mois pour, pas que les banques prêtent, hein. Ne tombons pas là-dedans, je supporte plus ça. Les banques prêtent toujours, et je pense même que ça va aller de mieux en mieux, justement, grâce à tout ça. Toujours est-il qu'on est dans les derniers mois pour pouvoir renégocier ces prêts à des taux intéressants. Vu que les taux interbancaires, banques centrales sont très faibles, les taux bancaires, banques de retail, banques de détail, immobilier, sont encore très faibles. Quand l'un va monter, l'autre va suivre. Forcément. Donc, ça va monter. C'est mon discours. Les taux de prêts immobiliers vont monter. Alors pour les investisseurs locatifs, on s'en fout un peu parce que de toute façon, ça rentre dans nos calculs et puis c'est vraiment pas ça qui change grand-chose au schmilblick tant qu'on n'a pas atteint des niveaux super importants. Qu'on ait 0,80, 1%, 1,25, 2%, 2,5%, pas en valeur absolue sur 20 ans, oui, mais quand tu es investisseur locatif, tu sais que tu vas faire des allers-retours, arbitrer, etc. En plus, tu vas défiscaliser. Bon, ça ne fait pas un grand changement. Par contre, pour tous les gens qui veulent renégocier soit sur leur parc locatif ou sur leur résidence principale, ça peut être intéressant de le faire avant que ça augmente. Donc si tu fais partie des personnes qui avaient repoussé en disant « Ah, je le ferai plus tard, ça m'a saoulé, il faut faire un dossier, etc. » Fais-le dans les semaines qui viennent, même peut-être pas les mois. Hein. Je te laisserai 1 mois, 2 mois, 3 mois, grand max pour vraiment être sûr de ne pas se faire avoir, parce que ça va remonter petit à petit et ça serait dommage de passer à côté, hein, des fois sur une renégociation de prêt, sur une résidence principale. On peut gagner, pour le coup, qu'on va garder plus longtemps, on peut gagner pas mal. On peut gagner 20 000, 30 000, 40 000 euros assez facilement. Donc ça, c'est le petit conseil de la fin, il fait plaisir. Pose tes questions dans les commentaires. Pour les irréductibles qui sont restés jusqu'à ce temps de la vidéo, je sais que vous appréciez, vous me placerez Astérix dans les commentaires. Mais s'il vous plaît, placez-le-moi beau gosse. Parce que hier, Abribus, le mec, il commente Abribus. Bon, merci, ça fait plaisir à la famille pour le référencement, mais place-le-moi de façon élégante. Place-le-moi dans une phrase, on s'en rend pas compte. C'est un petit peu plus stylé. L'avenir, c'est nous. Ciao!